On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de la protéger de ses pires aspects. Pendant les 6 derniers mois, j'ai regardé mon frère aîné essayer systématiquement de détruire la vie de notre mère, tout ça pour un gain rapide. Il pensait jouer aux échecs. Il ne réalisait pas qu'il jouait contre un grand maître. Je m'appelle Thomas. Je suis évaluateur immobilier et consultant en propriété. C'est un travail calme et méticuleux. Je regarde les fondations, vérifie les lois de zonage et détermine la vraie valeur d'une maison. Mon frère aîné, David, est l'opposé. C'est un visionnaire. Ou du moins, c'est ce qu'il s'appelle quand il essaie de convaincre les gens d'investir dans sa dernière start-up technologique en échec. En réalité, David est un chaos charismatique. Il conduit une voiture de luxe en leasing qu'il ne peut pas se permettre, vit dans un penthouse loué et a une montagne de dettes provenant d'un divorce amer et de mauvaises décisions commerciales. Notre mère, Eleanor, est une institutrice à la retraite. Elle a 72 ans, est vive comme un éclair et vit dans la maison où nous avons grandi. C'est une magnifique maison Craftsman des années 1920, entièrement payée, dans un quartier dont la valeur a explosé au cours de la dernière décennie. La maison vaut moins 2 millions de dollars. C'est son sanctuaire, son histoire et son filet de sécurité financière. Les ennuis ont commencé quand la start-up de David s'est effondrée, lui laissant un procès massif de la part de ses anciens investisseurs. Il avait désespérément besoin de liquidité. Et il savait exactement où était l'argent. Ça a commencé subtilement. David a commencé à rendre visite à maman plus souvent. Il lui apportait des courses, réparait un robinet qui fuyait, puis mentionnait casually la maison. « Maman, cet endroit est trop grand pour toi maintenant, » disait-il, sirotant son café. « Les escaliers sont dangereux. Tu devrais penser à déménager dans une belle maison de retraite assistée. Nous pourrions vendre cet endroit, partager l'argent, et tu aurais les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. » Maman, qui marche toujours avec une canne mais est parfaitement capable de gérer ses propres affaires, lui a poliment dit non. « J'aime cette maison. David, je reste. » Mais David n'a pas accepté le refus. Il a escaladé sa campagne. Il a commencé à se présenter sans prévenir, prenant des photos de la maison, pointant des dangers pour la sécurité comme un tapis lâche ou une lumière de couloir tamisée et les documentant sur son téléphone. Il construisait un dossier. Puis, il a joué sa carte maîtresse. Il a engagé un gestionnaire de soins gériatriques privés, un consultant louche et cher nommé Dr. Vance pour évaluer maman. Dr. Vance a passé exactement 45 minutes avec elle, lui a posé quelques questions de mémoire basique et a ensuite produit un rapport médical complet de 50 pages affirmant que maman souffrait de déclin cognitif précoce et de vulnérabilité sévère à l'exploitation financière. Armé de ce rapport frauduleux, David a déposé une requête d'urgence pour une procuration. Il prétendait que maman n'était plus compétente pour gérer ses propres finances ou prendre ses propres arrangements de vie. Son objectif était simple. Obtenir le contrôle légal sur elle, la forcer à entrer dans une maison de retraite bon marché subventionnée par l'État et mettre immédiatement la maison sur le marché pour payer ses dettes. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait, j'étais furieux. Mais je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas affronté. Dans mon domaine, on ne se bat pas avec des émotions. On se bat avec de la paperasse. Je suis allé rendre visite à maman. Je l'ai assise dans son salon, entourée de ses photos et de ses souvenirs, et je lui ai demandé la vérité. « Maman, es-tu en train de perdre la tête ?» ai-je demandé doucement. Elle a ri, un son clair et brillant. « Thomas, j'ai oublié où j'ai mis mes lunettes ce matin, mais je me souviens de la capitale de chaque pays d'Europe. Ton frère essaie de voler ma maison. As-tu signé quelque chose qu'il t'a donné ?» ai-je demandé. « Jamais » a-t-elle dit fermement. Mais j'ai signé autre chose. Il y a environ 1 an, quand il a commencé à me demander des prêts qu'il n'a jamais remboursés, je me suis inquiété. Je suis allé voir mon avocat, M. Harrison. Nous avons tranquillement transféré l'acte. Mes yeux se sont écarquillés. « Tu as transféré l'acte ? À qui ? » ?»« À toi. »« Thomas ?» a-t-elle souri. « J'ai transféré la propriété dans une fiducie irrévocable avec toi comme seul fiduciaire et bénéficiaire. J'ai conservé un droit d'habitation viager, ce qui signifie que j'ai le droit légal de vivre dans cette maison jusqu'au jour de ma mort. Mais la propriété réelle, l'équité, l'actif, ça t'appartient. David ne peut pas vendre ce qu'il ne possède pas et ne peut pas me forcer à quitter une maison que j'ai le droit légal d'occuper. » Je suis resté assis en silence, stupéfait par sa prévoyance. Ma mère, l'institutrice à la retraite, avait déjoué mon frère impitoyable avec un MBA. Elle avait protégé sa maison et, ce faisant, elle m'avait protégé. « David le sait-il » ai-je demandé. « Pas du tout » a-t-elle chuchoté. M. Harrison l'a déposé auprès du registraire du comté.
C'est un registre public, mais David ne s'est jamais donné la peine de vérifier. Je l'ai serré dans mes bras, lui promettant que je m'en occuperais. Le point culminant du petit manège de David est arrivé 2 semaines plus tard. Il avait programmé une réunion formelle au bureau de son avocat pour finaliser la procuration et signer le contrat de mise en vente de la maison. Il avait invité Dr. Vance à témoigner de son incapacité et il avait même amené un notaire. Il pensait avoir déjà gagné. Il avait juste besoin des signatures. Je suis entré dans la salle de conférence 10 minutes en retard. David était assis au bout de la table, l'air suffisant dans son costume coûteux. Son avocat, un homme tranchant mais éthiquement flexible nommé Sterling, organisait les papiers. Docteur, Vance était assis dans le coin, l'air ennuyé. Thomas, a dit David, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Content que tu aies pu venir. Nous sommes sur le point de signer les papiers pour donner à maman l'aide dont elle a besoin. C'est pour son bien, et ça résoudra beaucoup de nos problèmes financiers. Je sais exactement ce que tu fais. David, ai-je dit, prenons un siège. Je n'ai pas apporté de stylo. J'ai apporté un seul dossier manille épais. David a soupiré, roulant des yeux. Écoute, je sais que tu es sentimental à propos de la maison, mais le rapport du docteur est clair. Elle n'est pas compétente. Si tu ne signes pas, je ferai en sorte que le tribunal me nomme conservateur de toute façon. Ne rends pas ça moche. C'est déjà moche, David, ai-je dit calmement. J'ai fait glisser le dossier manille à travers la table en acajou poli. Il s'est arrêté juste devant lui. Ouvre-le. David a froncé les sourcils, ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvait une copie certifiée de l'acte de propriété, tamponnée et notariée par le registraire du comté, montrant le transfert de la maison dans la fiducie Éléanore et Thomas. En dessous se trouvait la définition légale d'un droit d'habitation viager. David a fixé le papier. Son front s'est plissé. Qu'est-ce que c'est? Un acte de renonciation? C'est daté d'il y a 14 mois. C'est l'acte de la maison, ai-je expliqué, ma voix stable et froide. Maman a transféré la pleine propriété de la propriété vers moi il y a 1 an. Elle conserve un droit d'habitation viager, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être expulsée. Mais l'actif lui-même, l'équité, les 1,2 million de dollars que tu prévoyais d'utiliser pour payer tes créanciers, ça m'appartient. Tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas l'hypothéquer. Tu ne peux pas toucher un seul centime. La pièce est devenue morte de silence. Docteur, Vance a arrêté de faire défiler son téléphone. L'avocat de David, Sterling, s'est penché en avant, ses yeux parcourant rapidement le document. Ceci est invalide, a bégayé David, son visage devenant rouge. Elle était incompétente. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. En fait, David, léger interrompu, sortant un deuxième document. Selon la norme légale, le constituant doit être sain d'esprit au moment de la signature. Cet acte a été notarié et contresigné par son médecin traitant, Dr. Evans, qui a certifié sa compétence cognitive ce jour précis. Contrairement au rapport de Dr. Vance, qui était basé sur une discussion de 45 minutes et est actuellement sous examen par le Conseil médical de l'État pour violations éthiques. Je me suis tourné vers Dr. Vance, qui semblait soudainement très intéressé par ses chaussures. De plus, ai-je continué, regardant l'avocat de David. Monsieur Sterling, mon frère a déposé une demande de procuration basée sur le principe qu'il a besoin de gérer ses actifs pour payer ses soins. Mais elle n'a pas d'actifs à gérer. La maison est dans une fiducie. Ses comptes bancaires sont entièrement financés. Elle n'a pas besoin d'un conservateur. Ce qui signifie que votre requête n'est pas seulement frivole, elle est basée sur une évaluation médicale frauduleuse. Si vous procédez, je déposerai une contre-poursuite pour maltraitance des personnes âgées et exploitation financière et je m'assurerai personnellement que Dr. Vance perd sa licence médicale. David a regardé son avocat, la panique s'installant. Sterling, dis-lui qu'il ne peut pas faire ça. Dis-lui. Sterling a fermé le dossier et l'a repoussé vers David. C'était un requin, mais il savait quand il était hors de sa profondeur. David, a dit l'avocat calmement, il a raison. La fiducie est inattaquable. Le droit d'habitation viager la protège. Si nous poussons cela, le juge verra clair dans le rapport médical. Je me retire de l'affaire. Tu ne peux pas me laisser, a crié David, se levant, sa chaise s'écrasant au sol. J'ai besoin de cet argent. J'ai des créanciers qui m'appellent tous les jours. Alors tu ferais mieux de commencer à leur répondre, ai-je dit, me levant et boutonnant ma veste, parce que tu n'auras pas un centime de la maison de maman. En fait, si tu t'approches d'elle ou essaies de la harceler à nouveau, j'utiliserai mon propre argent pour t'enterrer dans des litiges jusqu'à ce que tu sois en faillite. Est-ce que nous nous comprenons? David se tenait là,
tremblant de rage, réalisant que tout son plan venait de s'évaporer. Il avait essayé de voler la maison de sa mère, et dans le processus, il avait perdu son avocat, son levier et son dernier espoir de salut financier. Je suis sorti du bureau, le laissant dans les ruines de sa propre cupidité. Les conséquences ont été rapides. Sans l'argent de la maison, les créanciers de David ont saisi ses actifs. Il a perdu son pantouse, sa voiture en leasing et sa start-up. Il a dû emménager dans un petit appartement, miteux de l'autre côté de la ville. Il a essayé d'appeler maman quelquefois, pleurant, s'excusant, disant qu'il était sous beaucoup de stress. Maman n'a pas répondu. Elle a changé son numéro et m'a donné le nouveau. Maman vit toujours dans sa belle maison Craftsman. Elle s'occupe de son jardin, elle accueille son club de lecture et elle dort paisiblement dans son propre lit. Les gens me demandent parfois si je me sens mal pour David. Ils disent qu'il est mon frère et que la famille devrait s'entraider. Mais la vérité, David ne voulait pas aider notre mère. Il voulait la consommer. Il a regardé la femme qu'il a élevée et n'a vu qu'un événement de liquidation. Je n'ai pas ruiné la vie de mon frère. Il l'a fait lui-même au moment où il a décidé que sa cupidité était plus importante que la dignité de sa mère. J'ai juste fait en sorte qu'il ne puisse pas l'entraîner avec lui. À la fin, une maison n'est que du bois et des briques. Mais un foyer est là où tu es en sécurité. Et tant que j'aurai du souffle dans mes poumons, le foyer de ma mère restera exactement cela.